On a entendu la nuit dernière le président des États-Unis, Donald Trump, qui a donc décidé de fermer les frontières américaines, frontières avec l'Europe. Les Européens sont indésirables aux États-Unis pendant un mois à cause du coronavirus. On vous attend. Trump a-t-il raison de fermer les frontières? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment? Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, même score d'ailleurs, c'est un grand oui à 87%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jean-Pierre Mas, président des entreprises de voyage, est avec nous au téléphone. Bonsoir. Jean-Pierre Mas, bonsoir. Merci d'être avec nous. Tiens, j'avais envie de vous dire comment ça va, mais j'ose à peine vous le demander là. Hein? Ça pourrait aller mieux, il n'y a pas de doute, ça pourrait aller beaucoup mieux. Oui, évidemment, puisque vos entreprises souffrent beaucoup avec cette décision. Et puis, il y avait évidemment, avant les États-Unis, d'autres pays qui avaient pris des décisions équivalentes. Je pense à Israël, par exemple, etc. Jean-Pierre Mas, je vais vous donner la parole dans un instant, mais on a voulu aller voir à Roissy aujourd'hui ce qui se passait avec, évidemment, ces Américains qui sont en voyage à Paris, qui sont en voyage en France, en ce moment, qui ont appris la nouvelle, comme nous, durant la nuit, dans la bouche du président américain, et qui se sont dit, on va peut-être rentrer plus tôt que prévu. Alors, je ne sais pas si c'était la foire d'empoigne devant les guichets à Roissy aujourd'hui ou pas. On va le savoir avec Clément Barguin. Bonsoir, Clément. Bonsoir. Clément, quelle était la situation à Roissy? Qu'est-ce que vous avez constaté? C'était assez calme cet après-midi. C'est surtout ce matin où il y a eu un peu un vent de panique du côté des Américains qui se demandaient s'ils pouvaient rentrer dans les prochains jours. Il semblerait que le décret qu'a pris Donald Trump permettra de toute façon aux Américains de rentrer dans le mois à venir, même si les Européens, ce sont uniquement pour les ressortissants européens, et les Américains pourront continuer à se rendre aux États-Unis, même s'ils étaient en Europe. Mais là où la question se pose, et même Air France pour l'instant ne peut pas répondre, c'est les vols. Est-ce qu'ils sont maintenus? Est-ce que Air France va garder le même nombre de vols dans les journées? A priori non, enfin ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ils devraient communiquer dans la fin de journée, mais c'est là où il y a de l'inquiétude, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont arrivés très tôt ce matin pour pouvoir rentrer immédiatement. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens que vous avez rencontrés d'ailleurs? La peur qu'il n'y ait tout simplement plus de vols et qu'ils soient obligés de rester à Paris. En fait, c'est pas vraiment, c'est voilà la peur d'être bloqué à Paris. Il y avait quelques touristes aussi qui partaient aujourd'hui aux États-Unis sans savoir si pareil ils allaient pouvoir rentrer. Donc on sent vraiment de l'incompréhension, une incompréhension, un peu de panique, et puis les gens se disent on part aux États-Unis et puis on verra là-bas comment ça se passe. Jean-Pierre Mas, cette décision de Donald Trump, ça se traduit comment pour vous, pour les entreprises de voyage à l'heure qu'il est? Elle se traduit par un traitement très complexe des voyageurs qui devaient aller aux États-Unis. Pour vous donner une idée, il y a 1 800 000 Français qui vont aux États-Unis tous les ans, chaque année. Donc ce qui fait à peu près 150 000 par mois. Donc il y a 150, si la mesure dure un mois, il y a 150 000 Français qui avaient prévu leur voyage aux États-Unis et qui ne pourront pas voyager. Ah oui, quand même. Donc ces gens-là, il faut reporter leur voyage. Mais on ne sait pas combien de temps va durer la mesure prise par Trump. Il faut réorganiser leur circuit ou leur séjour. Et pour les voyages d'affaires, il y a une interruption des déplacements professionnels à destination des États-Unis. Donc, alors une question quand même, une question importante, parce que vous dites justement, il faut réorganiser leur voyage ou reporter leur voyage. Est-ce que vous acceptez aussi l'annulation pure et simple, et surtout, est-ce que les entreprises de voyage acceptent de rembourser? C'est un problème important. Aujourd'hui, notre tendance, c'est d'inciter nos clients à reporter leur voyage à une date plus favorable puisqu'ils avaient décidé de voyager. Je pense aux touristes, là, spécialement. Les voyageurs d'affaires, il n'y a aucun problème. On annule les billets, ils repartent plus tard, il n'y a pas de difficulté en ce qui les concerne. Donc là, pour les touristes, on les incite à reporter leur voyage. En cas d'impossibilité, dans la situation actuelle, c'est le remboursement qui est envisageable. Clément Barguin. Oui, je confirme. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de monde du coup au guichet d'Air France, et que tous les voyageurs qui souhaitent annuler leur voyage sont remboursés sans frais. Et pour ceux qui veulent tout simplement reporter, là aussi ils ont des avoirs, et ceux qui veulent changer de vol, ils ont pu le faire sans frais supplémentaires. Donc tout a été plutôt bien pris en charge. Bien géré. Philippe David. Mais cette mesure de Trump, déjà, elle est débile, parce que les Américains qui rentrent peuvent être contaminés, ça c'est le premier point. Mais deuxième point. Non, il y a moi je suis pas d'accord avec vous. Non, je trouve que c'est une très bonne mesure. Non, mais deuxième point, d'un point de vue économique, c'est une catastrophe, parce que les compagnies aériennes,
entreprises à très peu de marge. Il y en a déjà une qui a pété les plombs, Flybe, la semaine dernière. Ouais. Et si vous faites coulé, rembourser, ouais. et si vous faites rembourser tous les billets, etc., on va mettre des compagnies aériennes. Ce matin, à l'ouverture de la Bourse de Paris, Moins 10%. Air France, oui, et Lufthansa, pareil. Air France KLM n'a jamais été aussi bas depuis 2012. C'est ça. Ah oui. C'est Et ça. alors, ce qui est catastrophique, c'est que Air France KLM a redéployé une grosse partie de sa flotte vers l'Amérique Absolument. pour compenser les pertes qui étaient Sur liées l'Asie. au vol qui normalement devait avoir lieu vers l'Asie. Ouais. Et donc, se retrouve là maintenant. Jean-Pierre Masse, c'est dans l'effet une situation ciseau. Alors, très- c'est l'effet ciseau, c'est ça? Pardon? Jean-Pierre Masse, c'est l'effet ciseau. C'est l'effet ciseau, oui. Imaginez. Oui, pour les imaginez compagnies aériennes, on vient de le dire. Elles pouvaient plus aller en Asie, elles allaient plutôt vers les États-Unis, et maintenant c'est pas possible. Donc. Pour les compagnies aériennes, c'est dramatique, mais imaginez la situation d'une compagnie aérienne qui s'appelle la compagnie, qui ne fait que les du Paris-New États-Unis. York en classe affaires. Oui. Ah oui. Paris-New York en classe affaires. Cette compagnie, elle ne peut plus opérer. Elle ne va plus pouvoir opérer. Et je rejoins votre interlocuteur, la débilité de la mesure de Trump. Une des aspects de cette débilité, c'est une mesure raciste par ailleurs, un règlement de compte économique, c'est que c'est. Vous croyez que Trump a profité de la situation, en Il fait? laisse rentrer les Irlandais et les Anglais. Le Royaume-Uni. Mais les Anglais sont plus dans l'Europe. Et les Irlandais. Enfin, Non, mais d'accord, bon. C'est l'espace Schengen qui est concerné. Les Irlandais du Nord peuvent aller aux États-Unis, les Irlandais du Sud ne peuvent pas aller aux États-Unis. Ouais. Et vous croyez que le coronavirus, il s'arrête à la frontière de l'Italie, Bien sûr. de l'Irlande du Nord? C'est stupide. Oui. Dites-moi, les pertes potentielles, vous les connaissez pour les agences de voyage, pour les voyagistes? Alors, les mesurer en euros aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Ce que l'on sait, c'est que l'activité globale avait baissé de 60% avant cette mesure de Trump. Elle va arriver à une baisse de 80%, ce qui est colossal pour un écosystème, pour une série d'entreprises. Une baisse de 80%, ce n'est pas supportable longtemps. Et puis, qui plus est, les gens qui doivent voyager aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas aller aux États-Unis, même s'ils ne devaient pas aller aux États-Unis, ils sont stressés, ils ont peur de partir chez eux. Ils préfèrent. J'ai rencontré des clients qui étaient dans la région de Montpellier, dans une zone qui est contaminée à Montpellier-Est. Oui, il y a plusieurs communes autour de Montpellier, oui. Voilà. Ils préfèrent rester dans cette zone-là que de partir en Amérique du Sud où ils n'avaient aucun problème de coronavirus. Dites-moi, le gouvernement a annoncé des dégrèvements d'impôts, des reports de charges pour les entreprises. Ce sont des bonnes décisions également pour les entreprises du voyage ou pas? Ou ça suffira pas? Oui, le gouvernement a, à mon avis, dans une première phase, mal géré la pandémie en ayant un discours extrêmement anxiogène, et au point de vue économique, il gère très bien la situation. On a un accès facilité au chômage partiel, on a un report de charges, un report d'impôts qui va alléger la trésorerie. Nos demandes vont au-delà de cela. On demande un dégrèvement des charges sociales patronales et de l'impôt sur les sociétés. On demande également une possibilité de repousser les mensualités d'emprunt qu'ont les entreprises à la fin de l'emprunt pendant la période de crise. On a le soutien du gouvernement. Vous avez l'impression, juste pour terminer, que suivant comment ça se passe, il y aura des entreprises à terre et des emplois détruits à terme dans votre secteur? Non, notre secteur, c'est 35 000 emplois. Je pense que si la crise durait plus de 15 jours, et aujourd'hui je crains qu'on soit parti vers une crise longue, il y aura automatiquement des entreprises à terre et de ce fait des emplois détruits, du chômage, donc des difficultés. Les aides du gouvernement vont permettre de donner un petit peu d'oxygène, mais si on continue au rythme actuel, il y a des entreprises qui ne survivront pas. Merci beaucoup Jean-Pierre Masse, président des entreprises de voyage, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour ce débat. Coronavirus, les Européens indésirables aux États-Unis pendant un mois. Trump a-t-il raison de fermer les frontières? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, 90% de nos auditeurs sur Twitter et Facebook qui ne protègent pas mais qui soutiennent Donald Trump. Et voilà Vilvan qui nous dit protéger sa population, ça doit être la priorité d'un président normalement constitué. Et il y en a d'autres qui choisissent malheureusement l'économie. Eh bien moi je dis bravo Monsieur Trump. Ah oui, c'est toujours la sous-question. Fallait-il le faire il y a quelques semaines
de cela en France. Allez, à 20h, n'oubliez pas, le président Macron en direct sur Sud Radio, première allocution solennelle sur le coronavirus à 3 jours des municipales, il faut quand même le rappeler. Le président veut rassurer les Français, nous dit-on, nous verrons bien. Les vraies voix sur Sud Radio, ça continue, édition spéciale effectivement autour du coronavirus jusqu'à 21h, et à 20h, le président de la République qui s'exprime en direct sur Sud Radio, et nous serons là tous ensemble pour débriefer cette intervention. Cette question pour le moment, les Européens désirables aux États-Unis pendant un mois, Trump a-t-il raison de fermer les frontières? Faudrait-il faire la même chose ou fallait-il faire la même chose en France il y a quelques semaines? 0826 300 300, les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où la réponse est unanime, c'est un grand oui à 91%. Et l'ami François Durper est avec nous, salut. Salut, ça va François? Ça va. François Durper, historien, mais tant mieux. Vous n'avez pas de fièvre, vous avez vérifié, tout va bien. Ça va. Bon. Non, François Durper, historien, spécialiste des États-Unis, votre dernier livre, Histoire mondiale du bonheur, aux éditions du Cherche Midi. Je ne l'ai pas lu, mais je me dis que vous ne devez pas parler du coronavirus à l'intérieur. Mais voilà, mais je suis obligé d'être heureux. C'est presque maintenant un devoir professionnel après avoir écrit tout cet ouvrage. Voilà. Si on parle un peu de tout ça quand même, parce qu'au cours des âges, les questions de grandes maladies, évidemment, ont traversé toutes les sociétés. Ah ben c'est pas la première fois, oui, vous avez raison. Il faut être heureux quand même. Bon, dites-moi, François, tout d'abord, Trump veut préserver le territoire américain, même, j'ai envie de dire, si c'est déjà un peu tard, parce que 1321 cas outre-Atlantique, selon les derniers chiffres que j'ai pu avoir, et une trentaine de morts. Est-ce que c'est une initiative qui vient justement un peu tard ou pas? Bon, en tout cas, il y a effectivement un Trump avant mercredi, puis le Trump que vous avez entendu à la Maison-Blanche. Le Trump qui minimisait un peu le coronavirus en disant, bon, c'est une sorte de grippe exotique. Il faut rappeler aussi qu'il a dit qu'il y avait suffisamment de masques pour l'ensemble du territoire américain. Pourtant, on sait que c'est pas vrai aujourd'hui. Bon, et là, donc, il s'est dit, il faut absolument quand même, c'est à 33 semaines quand même de la réélection. Donc, 33 semaines. Ça compte aussi, oui. Ça compte aussi. Donc il faut quand même montrer aux Américains qu'il y a un président qui les protège. Et donc il se dit soit je fais un grand discours mondialiste sur l'idée d'être tous ensemble et de combattre ensemble le virus. C'est pas tellement la came de Donald Trump. Donc il fait du Donald Trump, il fait du America First, il fait du je ferme le territoire, je protège mes Américains, et c'est pas uniquement ce qu'il fait. Bon, il y a évidemment cette dimension je ferme les frontières qui a été beaucoup repris dans la presse aujourd'hui, mais il y a aussi le deuxième volet de son intervention, et qui est aussi bien lié à ces 33 semaines qui le séparent de sa réélection, c'est l'économie. Parce que là, il s'acheminait peut-être vers une réélection facile du fait d'une Amérique qui va bien économiquement, sauf que là, patatras, c'est le plus gros test de sa présidence, et le plus gros test qui arrive vraiment tout à la fin. C'est sûr que si le coronavirus fait en sorte que son économie se casse la figure, ça va être plus problématique pour être élu. Enfin bref, quand même, il y a un côté malsain, parce qu'il utilise quand même le coronavirus quelque part pour de la politique intérieure et se faire réélire. Voilà. C'est le jeu après, c'est le jeu. Il l'a pas créé. C'est le jeu. C'est un partout la balle au centre, parce qu'en fait, tout le monde essaie d'utiliser le coronavirus pour faire de la politique. C'est vrai. Trump, c'est très. Alors, nous, il y a les municipales, par exemple. Oui. Alors, bien sûr, mais là, on est en train de jouer une présidentielle aux États-Unis. Vous avez d'un côté Donald Trump qui essaie de dire il faut absolument baisser les charges sociales parce que les PME vont se casser la figure. Bon, il fait évidemment, il veut accélérer sa politique du fait du coronavirus, mais de l'autre côté, vous avez les démocrates qui essayent de faire passer hier une proposition de loi pour étendre l'assurance santé, notamment pour donner des tests gratuits à tout le monde. Et là, les républicains disent c'est vous qui faites de la politique, là, vous essayez de transformer en une sécurité sociale à l'américaine, en une sécurité sociale à la française. Il faut relire évidemment le livre de Naomi Klein sur le somme de la catastrophe. Vous savez, l'idée que quand il y a des catastrophes, des grandes maladies, des cyclones, vous avez une transformation, une peur collective, quelque chose qui s'empare de la population, et donc des politiques qui se mettent en place. Alors, Naomi Klein parlait du capitalisme, mais vous voyez que c'est pas que dans le sens du capitalisme, c'est dans le sens de la politique en général. Oui, François, vous restez avec nous parce que Lionel nous appelle au 0826 300 300, Lionel de Grasse. Bonsoir Lionel.
Oui, bonsoir à toute l'équipe. Alors Lionel, vous deviez aller aux États-Unis, vous ou pas, non ? Non. Non, bah vous auriez pu, hein. Ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu être le cas. Vous pensez quoi de cette mesure prise par Donald Trump de fermer les frontières aux Européens à cause du coronavirus ? Vous l'avez dit, il y a pas 2 minutes, vous l'avez dit, c'est trop tard. Le coronavirus est sur place et c'est sur le territoire américain. Donc fermer les frontières concrètement, c'est juste un petit peu électoraliste parce que ça fait toujours bien aux États-Unis de taper sur l'Europe. Hein. C'est toujours classe avant les élections. Il donne l'impression de protéger sa population à quelques mois, effectivement, comme le disait François de la présidentielle. Oui. C'est exactement ça. Maintenant, moi je voudrais quand même rappeler un petit peu quelques faits, c'est-à-dire que vu le nombre de morts actuellement qu'on a même dans le monde entier, hein, si on prend la totalité de la létalité de cette maladie. Je pense que la catastrophe économique que ça va déclencher avec les fermetures d'entreprises, avec les gens que ça va jeter à la rue, les crashs d'entreprises où les gens vont tout perdre, vous voyez la précarité, les gens là, ils vont mourir sans bruit. C'est-à-dire que ceux-là, par contre, ils ne seront pas comptabilisés. Concrètement, on est en train de mettre à mal une économie mondiale, tout ça pour une grippe, alors quel que soit ce que vous pouvez la présenter comme vous voulez, mais une grippe, on va dire, standard. Elle n'est pas tout à fait standard, c'est un peu plus que ça quand même, mais bon, Ok, elle est un petit peu plus contagieuse, ok, je veux bien tout ce que vous voulez. C'est pas moi qui le dis, hein. Non, mais quelques milliers de morts. Non, mais attendez, quelques milliers de morts, ça vaut le coup de mettre une économie mondiale au pas. Ça vaut le coup de fermer un pays entier comme l'Italie. Ça vaut le coup de cracher toutes les manifestations qui se passent actuellement, fermer les écoles, fermer les lieux publics et compagnie. On parle quand même de gens. Parce que concrètement, toutes ces décisions, elles sont prises par qui ? Elles sont prises par des gens qui sont, à mon avis, un petit peu hypocondriaques et qui ont une soixantaine d'années. Forcément, une soixantaine d'années, quand vous regardez, vous êtes un petit peu plus haut dans les specs de la mais pardon, mais le président français, il n'a pas 60 ans. Hein, Le président français, il fait ce qu'on lui dit de faire, il fait ce qu'il fait, parce que si lui, il ferme pas le pays et s'il agit pas, et que concrètement, il y a un peu plus de morts prévues, on va lui tomber à bras raccourcis dessus. Dans tous les cas, il est coincé. Macron. Non mais c'est ça vous que avez vu les images de Rome. Vous avez vu les images de Rome. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il n'y a plus personne dans les rues. C'est stupide. En Chine, ils sont en train de reprendre la Corée du Sud. Comment ça s'appelle ? Il y a eu 60 morts. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport au nombre de cas infectés et au nombre de morts, enfin, il faut toute raison garder quand même un petit peu atterrir quoi. On est en train de jeter dans la précarité un nombre incalculable de gens et ça va faire des morts. Mais Lionel a 10 000 fois raison. Et quand on regarde les deux cracks boursiers de lundi et d'aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est très important, moins 12,28%, c'est encore pire, c'est historique. Alors je vais vous dire une chose, ceux qui nous vantent les retraites par capitalisation, je peux vous dire que dans les pays où les retraites dépendent de la bourse, les USA, le Royaume-Uni, etc., quand les retraités ils vont voir leur retraite à, je dis n'importe quoi, 2 000 € par mois, passer à 1 000 € par mois, ça va leur faire tout drôle. D'accord. Non, mais c'est pour ça qu'on peut se poser des questions d'ailleurs sur cette réforme des retraites d'ailleurs, parce que elle était quand même beaucoup liée en France sur effectivement tout ce qui est capitalisation. C'est ça. Et que là, vu ce qui se passe, c'est peut-être pas la bonne idée, quoi. Faudrait peut-être suspendre d'ailleurs ces réformes. Mais je peux vous faire une Faudrait remarque. peut-être suspendre ces réformes. On en est peut-être. Philippe Binger. Alors, si vous le permettez, Christophe, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vient de dire Lionel, c'est que on a une partie des Français qui disent que le gouvernement n'en fait pas assez, et on entend de plus en plus ce que Lionel vient dire avec beaucoup de talent, d'ailleurs je trouve, c'est qu'il considère qu'on est en train d'hypertrophier le coronavirus et que c'est en train de mettre à bas des industries, des entreprises, et qu'au fond on tue non pas une mouche, hein, il faut être clair, c'est une mouche très mortelle, mais avec un marteau qui détruit autour de soi énormément. Oui, mais alors la question derrière ce que disait Lionel, c'était un petit peu complotiste aussi. Est-ce que tout ça n'est pas voulu d'une certaine manière ? Peut-être qu'un... non, mais je sais pas. La meilleure preuve, Christophe, que Lionel a raison, c'est que dans la majorité des cas, qui entend-on parler ? C'est surtout beaucoup plus les politiques que les scientifiques. Et moi, ça me dérange terriblement. Parce qu'on aimerait bien avoir vraiment des avis scientifiques. Ce sont à eux qu'il faut donner on a des avis scientifiques. Non, pardon de le dire. Là, je trouve que vous êtes de mauvaise foi. Qu'il faut donner la parce parole. Que les scientifiques, on les entend et ils se contredisent en permanence. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. François Durper, vous en pensez quoi, vous ? Oui, je trouve que l'intervention de Lionel est très très pertinente et pas du tout complotiste. Et encore une fois, je renvoie à l'étude de la stratégie du choc de Naomi Klein, qui a tout dit. Moi, j'ai fait un documentaire sur les 10 ans de Katrina.
Vous savez, Oui. Katrina, ce qui s'est passé à Katrina, tout a été détruit, des milliers de morts. C'était un cyclone. Et les gens me disaient, mais tout ça a été organisé par le gouvernement, les écoles, les services publics ont été complètement transformés, etc. Alors sur le coup, je dis, mais ils sont complètement complotistes, tous ces gens. Un cyclone, c'est pas le gouvernement fédéral américain qui construit un cyclone. Et puis quand vous grattez d'à peu près, vous vous rendez compte de quoi? Qu'évidemment, un cyclone, il existe, c'est une catastrophe naturelle, comme il y a une catastrophe sanitaire, c'est la réalité. Mais que derrière, tout a effectivement été pris comme mesure pour faire avancer des politiques. Et ça, c'est une réalité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en termes de télétravail, en termes d'éducation à distance. Ah ben c'est sûr que ça va booster tout ça. Les cartons, ils avancent plus vite, vous voyez, c'est des dispositifs qui vont avancer plus vite parce que, regardez, aux États-Unis, par exemple, on fait avancer le télétravail. Est-ce qu'on a raison? Oui, on peut avoir raison. Mais en même temps, ça veut dire que si vous êtes capable de travailler comme ça pendant le coronavirus, vous êtes capable de travailler comme ça avant. Si vous êtes capable d'éduquer vos enfants à distance ou à la maison, ça va changer, ça risque de changer plein de choses. Et vous êtes capable de le faire même en temps normal. Merci. Et vous économisez des budgets considérables en matière d'éducation, etc. Merci mon petit François Durper, qu'on aime beaucoup sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, historien spécialiste des États-Unis. Et ce dernier livre, je le rappelle, Histoire mondiale du bonheur aux éditions du Cherche Midi. La fin de notre débat.